Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Patricia Navarro. Merci de nous accueillir en votre résidence alors que se tenait aujourd'hui la conférence de presse de rentrée du gouvernement que vous dirigez. Avant d'évoquer plus amplement la feuille de route que vous a confiée le prince Albert II, et parce que c'est la première fois que vous vous exprimez sur cette antenne, sur Monaco Info, cette première question peut-être, vous avez été ministre de la République française, parlementaire, sénateur, vous êtes très attaché à votre terroir, vous êtes originaire de la Drôme. Pourquoi avoir choisi Monaco aujourd'hui? Alors d'abord, je voudrais saluer tous vos téléspectateurs. C'est la première fois effectivement que je m'exprime sur votre antenne. Et leur dire à tous ceux qui regardent votre émission, cette interview, que je suis très motivé, je suis très intéressé, je suis très volontaire pour faire en sorte, comme l'a souhaité le prince souverain, de travailler au service de la principauté. Je suis effectivement ancré dans un terroir à la fois urbain et rural, dans un fief de la dynastie Grimaldi, puisque le fief du Valentinois était de la dynastie Grimaldi. C'est à cette époque-là, il y a une vingtaine d'années, que j'ai rencontré le souverain. Et je suis ici parce que, voilà, j'étais sûrement disponible, que quelque chose a pu passer entre Son Altesse Sérénissime et moi-même, et qu'il a souhaité avoir, après M. Dartout, que je veux saluer, qui avait terminé son mandat, peut-être un autre profil, quelqu'un qui pourrait essayer à la fois d'apaiser, de dynamiser et de faire en sorte que cette principauté, qui a tous les atouts, puisse se développer harmonieusement. Vous l'avez dit, tellement motivé, vous êtes soumis à une cadence effrénée depuis votre arrivée. Vous avez multiplié les échanges, les rencontres avec les acteurs des grandes institutions et des différents secteurs de Monaco. Quel premier bilan en dressez-vous et avez-vous peut-être été surpris ou avez-vous découvert des choses ? Alors j'ai découvert beaucoup de choses. Je pense, en arrivant là, connaître un peu la principauté. J'y suis venu à de très nombreuses reprises, j'y ai des amis, j'ai beaucoup de relations. Mais j'ai découvert d'abord une communauté de femmes et d'hommes, de monégasques, de résidents, qui aiment leur principauté, qui aiment être ici, et qui aiment la famille princière, qui aiment leur souverain. Et ça, c'est essentiel. Lorsque l'on vit ici, je pense qu'il faut se rendre compte que le monde entier aimerait être ici. Le monde entier connaît le prince Albert, qui a une notoriété mondiale absolument incontestée. Et tout le monde voudrait être ici, pour des raisons évidemment d'abord de sécurité. C'est sûrement le pays au monde où il y a la meilleure sécurité, mais également pour le développement économique, pour le développement culturel, le développement social, bref. Donc c'est cela qui m'a le plus frappé. Les gens aiment Monaco, aiment la principauté. Et puis, j'ai eu un feu d'inauguration pour lesquels je ne suis absolument pour rien. Je ne voulais pas faire le coucou, c'est pas moi qui ai lancé ces projets, mais je veux féliciter à la fois mon prédécesseur et le gouvernement princier d'avoir initié tous ces programmes. La principauté continue à se développer et c'est très bien ainsi. Alors c'était le 2 septembre dernier, vous prêtiez serment au Palais Princier. Quelle est la tonalité globale de la feuille de route que vous a confiée le prince Albert II? D'abord, c'était énormément d'émotions. C'est vrai que j'ai eu une expérience à mon âge, une expérience en France, mais c'était énormément d'émotions parce que être ministre d'État à Monaco, ce n'est pas rien. Et j'ai mesuré immédiatement le poids de la fonction et à la fois l'intérêt qu'il y a à servir le prince, à l'aider, à le protéger et à faire en sorte que la principauté, comme je vous le disais, continue à se développer. Et c'est bien ça l'essentiel. La feuille de route, elle est très claire. Elle n'est pas nouvelle par rapport à ce qui se passait avant, mais il y a des inflexions. D'abord, évidemment, dans un monde en pleine évolution, il faut réaffirmer deux choses. Un, c'est la souveraineté de l'État monégasque. Dans un monde multipolaire très divisé, avec des guerres pas loin, là où le multilatéralisme n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit, eh bien, la principauté, le souverain, Isabelle Béraud-Amadei, la conseillère en charge des relations extérieures, a quelque chose de très important à faire. La souveraineté, je pense, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est le climat. On voit bien que le climat, on voit ce qui se passe ces jours-ci en Europe centrale, on voit les feux qu'il y a en France. Le souverain est depuis longtemps à la pointe sur ce sujet, notamment au niveau des océans. Il y aura le Nice Climate Summit dans les prochains mois. Mais les océans, mais également
quand il veut améliorer la renaturation de la ville, c'est des choses importantes. Donc je crois que c'est à la fois ces deux piliers, la souveraineté de l'État et le climat. Fort de cette feuille de route, quelles seront vos premières priorités? Alors la première priorité, c'est d'abord d'apprendre. Moi, j'arrive avec beaucoup d'humilité, j'arrive sur la pointe des pieds. Je ne veux pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je veux apprendre, je veux rencontrer, je veux connaître, je veux bien être au fait des dossiers et avancer dans cette direction parce que pour moi, c'est essentiel. En même temps, il y a des sujets importants. Et il y a 3 types de sujets. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'Europe, Monneval, Gafi, Gréco. On en parle depuis longtemps. Je pense que c'est une situation difficile pour la principauté. Et avec Pierre-André Chiappori, nous allons avancer avec de toutes nos forces pour sortir de ce piège des 18 mois et arriver à faire en sorte que Monaco retrouve ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire sa grande notoriété à l'échelle européenne. C'est absolument essentiel. Le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet du logement. On en parle beaucoup dans cette principauté. Il y a de grands débats au Conseil national, entre le Conseil national et le gouvernement princier. Et donc, nous avons annoncé que le plan national logement se terminait. Nous allons présenter une opération intermédiaire à l'automne devant le Conseil national. Et puis, il faudra se rendre compte que ce plan national logement, il a joué tout son rôle, mais il n'est plus adapté. Et nous allons lancer, à la demande du souverain, un deuxième plan national logement qui sera peut-être plus pragmatique et, nous l'espérons, plus efficace. Ça, c'est les 2 points essentiels. Vous mentionnez cette question du logement. Cela fait partie des 2 points d'achoppement majeurs avec la rénovation du centre commercial de Fontvieille qui ont abouti à une séquence inédite l'an passé au Conseil national. Les conseillers nationaux n'ont pas voté le budget de l'État et ça, c'était une première, c'était vraiment quelque chose d'inédit. Fort de cette expérience, comment envisagez-vous le travail avec le Conseil national ? Alors moi, je suis très clair. J'ai été parlementaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant plus de 10 ans. J'aime les débats parlementaires et il faut que ça se passe bien. Il ne peut pas y avoir d'un côté le Conseil national et de l'autre côté le gouvernement princier. On ne marque pas des buts contre son camp. Quand on marque des buts contre son camp, on perd. Donc c'est très simple. Nous devons travailler ensemble, en transparence. J'ai rencontré déjà le président Brézot, j'ai assisté à une première commission permanente d'études, et nous allons travailler ensemble. Mais chacun dans le respect de l'autre et dans le respect de la Constitution. Rien ne sert de faire la course à l'échalote de la communication sur tel ou tel sujet, ça n'a pas de sens. Moi, je souhaite que nous soyons main dans la main au service du souverain. Et donc, il y a 2 sujets majeurs entre le Conseil national et le gouvernement princier. C'est évidemment le centre commercial de Fontvieille. Et là, je pense qu'il y a eu un peu de temps perdu. Et j'ai annoncé au Conseil national la semaine dernière que je reprenais le dossier en main et qu'au printemps, en tout cas avant l'été, il y aurait un nouveau projet qui serait présenté en séance. Et puis le deuxième sujet, c'est le centre technique de valorisation des déchets qui fait un grand débat. On ne peut pas continuer à avoir des débats sans fin qui durent des années et des années. Ça peut ternir l'image, ça peut ternir un peu l'homogénéité de ce qu'est notre communauté. Donc là encore, sans aucun a priori, nous travaillons une solution alternative, soit nous faisons le CTVD tel qu'il est prévu là où il est, avec le montant qui a été évoqué, soit nous avons une solution alternative viable, possible avec la France. Nous présenterons les 2 alternatives et le souverain tranchera et nous aurons un débat en séance. Voilà, donc 2 annonces importantes et des réflexions effectivement qui sont en cours, mais à un horizon plus ou moins court, en tout cas pour la révélation de la tonalité et du projet qui sera choisi. Avant l'été, pour ces 2 sujets, je souhaite et je demande que nous ayons tranché avant l'été le centre commercial de Fontvieille et le CTVD. Vous l'avez dit en propos liminaire, il fait bon vivre à Monaco, beaucoup nous envient. Tout cela, c'est dû à ce terme qui a trait à l'attractivité. Monaco doit rester toujours plus attractive en la matière. Quels sont, selon vous, les indicateurs prioritaires ?
L'attractivité, vous avez raison, est le point essentiel de notre principauté. C'est grâce à cette attractivité qu'il y a beaucoup de monde, que la place financière vit bien, que la principauté se développe en termes économiques et dans tous les domaines. Donc l'attractivité, elle est essentielle. Elle est d'abord essentielle au niveau international, je l'évoquais tout à l'heure. Elle est essentielle aussi au niveau local. Si les gens viennent ici, c'est que nous sommes en sécurité. Si les gens viennent ici, c'est que l'économie est forte. Si les gens viennent ici, c'est que la culture, c'est que l'éducation, c'est que les loisirs se développent. Enfin, il n'y a pas un autre endroit où on a le Grand Prix de Formule 1, le Monaco Yacht Show. Il y a toutes ces manifestations absolument incroyables. Si les gens viennent ici, s'il y a une telle attractivité, c'est que nous avons des hôtels, des restaurants de grande qualité. Je crois que c'est tout cela. Tout cela est fragile. Et donc, il faut le maintenir, voire le développer, voire passer à un niveau supérieur. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais vraiment, le gouvernement princier que j'ai l'honneur de conduire a comme feuille de route essentielle l'attractivité. Et à travers cette attractivité, nous pouvons aller dans tous les domaines. J'étais hier soir et ce matin au Monaco Private Label. Nous sommes aperçus un nombre de gens incalculables qui veulent venir investir, qui veulent venir ici. Fernando Alonso, notre champion automobile résident monégasque, a fait une intervention absolument remarquable pour dire à toutes les personnes qui étaient là, les grands chefs d'entreprise, banquiers et autres, venez vous installer parce que c'est ici, c'est là que bat le cœur de l'économie mondiale. C'est la raison pour laquelle c'est très important que cette attractivité soit mise au cœur du projet du gouvernement princier. Alors on a coutume de dire, il est vrai aussi, que le modèle économique et sa solidité, le modèle économique monégasque ferait pâlir d'envie bien des pays, mais je vous ai entendu parler des crises qui sont aux frontières de l'Europe, l'Ukraine notamment. Il y a eu le placement de Monaco sur la liste grise récemment. Tout cela, ce ne sont pas des menaces réelles sur le modèle économique monégasque ? Non, ce ne sont pas des menaces parce que Monaco est très résiliente et le modèle économique monégasque, il est très fort. Encore faut-il que chacun tire dans le même sens et cette volonté d'aller de l'avant, c'est ce que souhaite le souverain. Le prince Albert II travaille dans cette direction et moi je suis la courroie de transmission, je suis là pour avancer comme cela. Le modèle n'est pas en crise, le modèle n'est pas en cause, à condition que nous répondions vite, clair et fermement aux critiques qui nous sont posées, qui nous sont faites, aux questions qui nous sont posées. Nous avons travaillé encore la semaine dernière avec le groupe de travail. Nous allons mettre en place un conseil stratégique dans cette direction. Nous allons répondre à toutes les questions et nous n'en sommes pas loin. L'objectif, c'est que Monaco retrouve toute sa place sur la scène internationale qu'elle aurait pu ne pas quitter, qu'elle a quitté de façon temporaire. Ce n'est pas le seul pays, ce n'est pas la première fois, mais je suis très confiant que nous retrouvions cela. Sur un point particulier, parce que Monaco à l'international, vous l'avez mentionné, la souveraineté de Monaco est très importante, mais quel rôle doit ou peut jouer Monaco sur l'échiquier mondial ? Il y a eu des tentations de repli, on l'a vu dans des pays voisins. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi-même. Bien sûr que non, c'est l'inverse. La souveraineté, c'est affirmer ses positions, la force, son histoire, sa constitution. Et il faut bien se dire une chose, que sans la dynastie des Grimaldi, Monaco ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et le prince Albert II est le digne héritier de toute cette dynastie. Il protège la principauté, il veut aller de l'avant. Et c'est ça qui est très fort et très intéressant. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur la suite. Évidemment, Monaco est un petit pays par rapport à d'autres, mais le prince souverain a une voix forte qui pèse à l'international. Alors évidemment, dans le concert des nations, nous participons tant bien que mal à un certain nombre de sujets. Ce sont les 20 ans du Conseil de l'Europe. Sur les océans, sur le climat, le souverain va parler à la tribune de l'ONU. C'est tous ces sujets qui montrent que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous faisons partie du Conseil politique européen. Je représenterai le souverain à Budapest dans quelques semaines. Monaco est dans le concert des nations. La souveraineté, c'est sa force. Le travail sur le multilatéralisme, c'est son objectif. Didier Guillaume, un rythme soutenu depuis votre arrivée. Vous avez même eu à gérer, alors un point de vue plus régional, un premier dossier chaud, celui de la SNCF, avec la suppression des trains de nuit. Il y avait encore une réunion hier à Monaco. Vous avez dû taper du poing sur la table, vous avez jugé la situation inacceptable. C'est ça aussi la méthode Guillaume ?
Oui, alors il pourra m'arriver de taper vraiment du poing sur la table. Là, c'était une mise en jambe, si je puis m'exprimer ainsi, mais Monaco ne peut pas être pris uniquement comme bailleur de fonds. Monaco est un partenaire de l'État français, mais un partenaire souverain. Et nous travaillons avec la région, avec la SNCF. Cette décision unilatérale, sans quasiment aucune concertation, pour dire nous allons arrêter les TER à la gare de Monaco, ce n'est pas acceptable. Donc il y a eu des premières réunions. Céline Caronda-Gioni a travaillé. Le fait que j'ai un peu parlé fort a permis de rétablir, ne serait-ce que pour le match contre le Barça. Dès jeudi, il y aura la possibilité de bus. Nous avons gagné encore 1 heure et puis nous sommes en pleine concertation. Il y avait encore une réunion ce matin et je vais moi-même en animer une avec Renaud Muselier dans les semaines qui viennent pour trouver une solution. Bien sûr que Monaco est là pour aider ses partenaires, pour aider le pays voisin, pour travailler avec la région, mais Monaco, ce n'est pas uniquement celui qui paye, c'est aussi celui qui reçoit. Voilà pour les grandes thématiques d'actualité. D'un point de vue un peu plus personnel, comment avez-vous composé l'équipe qui vous entoure? Qu'est-ce qui a prévalu dans vos choix? Et puis, au niveau gouvernemental, est-ce que l'on doit s'attendre dans les jours, les semaines qui viennent à un possible remaniement? Non, il n'y a pas de remaniement dans les jours et les semaines qui viennent. J'ai essayé d'amener une méthode, des process, une façon de travailler. La méthode, c'est l'interministérialité. Il n'y a pas des départements, il n'y a pas des directions, il n'y a pas des conseillers de gouvernement qui travaillent dans leur coin. C'est le gouvernement tous ensemble. Lorsqu'un conseiller ministre s'exprime, il s'exprime au nom du gouvernement. L'interministérialité, pour moi, elle est absolument essentielle. La deuxième méthode, c'est de travailler dans la sérénité et l'apaisement. Je crois que nous avons besoin il y a encore beaucoup de chantiers. Nous n'avons pas parlé finances, mais il y a un budget qui va être compliqué. Alors je sais qu'à Monaco, on parle depuis des années d'un budget compliqué, mais celui-là le sera. Et nous y arriverons. Mais nous avons besoin vraiment de nous appuyer sur nos points forts. Et puis nous avons la chance, comme nous venons, d'avoir une constitution qui est vraiment formidable. Nous sommes dans une monarchie constitutionnelle, donc il faut respecter cette constitution. Et c'est cette constitution qui nous fera gagner, et moi je vais m'appuyer sur elle. Et ma méthode, ça sera de s'appuyer beaucoup sur les uns et les autres dans le cadre de cette constitution. Lorsque les hôtels sont pleins à Monaco, ben, c'est une chance pour Monaco. Et je souhaite vraiment, et j'ai regardé depuis maintenant 1 an, quasiment, sur votre antenne, les débats au Conseil national. Moi, je ne veux pas le Conseil national est libre de faire ce qu'il veut, et j'ai été parlementaire, ils peuvent dire, parler, critiquer ce qu'ils veulent. Mais il faut du respect, et en ayant un objectif commun. L'objectif commun, c'est de défendre et promouvoir la principauté, et c'est d'être derrière le souverain. C'est ça l'objectif commun. Et si nous allons tous ensemble dans cette direction, je pense que ça ira. Le sujet, c'est pas de faire la course à la communication, c'est d'arriver à gagner. Alors tous ensemble, dans la sérénité, pas de remaniement annoncé. Est-ce que vous avez été associé aux réflexions qui ont conduit à la nomination d'un nouveau secrétaire d'État à la justice, du nouveau directeur de la sûreté publique ou bien encore du nouveau ministre de l'Intérieur? Je vais vous parler de la Constitution. Je n'ai pas à en connaître de ce qui se passe au niveau de la justice, au niveau du secrétaire d'État, donc je n'ai absolument pas été associé. Le souverain m'a annoncé, lorsque le choix a été fait, bien avant que je sois d'ailleurs nommé, qui allait être la personne. Je n'ai pas été associé à la nomination de Lionel Beffre ou d'Éric Carrella. Je n'avais pas à l'être, puisque les choix ont été faits avant que je sois là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les choix du souverain sont de très bons choix. Non pas par essence, mais les choix qui ont été faits aussi bien sur le secrétaire d'État à la justice que sur le ministre de l'Intérieur et sur le directeur de la sûreté publique, qui est un immense flic connu et reconnu, sont de très bons choix. Je pense que le dispositif gouvernemental, le dispositif d'État est en place, dans la continuité, il n'y a pas une alternance, dans la continuité, mais nous allons, je pense, pouvoir avancer sereinement, oui. Merci Didier Guillaume de nous avoir reçus aujourd'hui en votre résidence, alors que, je le rappelle, se tenait la conférence de presse de rentrée du gouvernement que vous dirigez. Merci beaucoup. Merci à vous.